La mort de Huayna Capac, vers 1528, ouvrit un nouvel interrègne. Comme à l'accoutumée, les chefferies se rebellèrent, l'empire se disloqua et le pouvoir central s'effondra, tandis que divers candidats à la Mascapaitcha entraient en lutte pour restaurer à leur profit le Tawantinsuyu. L'histoire s'apprêtait à recommencer. Elle se serait sans doute répétée si un groupe d'étrangers qui allait assujettir le monde inca au destin de l'Europe, n'avait alors débarqué sur les rivages du Pérou. En fait, la lutte pour le pouvoir se limitait à deux fils de Huayna Capac, Atahualpa et Huáscar, que l'empereur défunt avait eu d'épouses différentes. Bien que vraisemblablement né au Cusco, Atahualpa jouissait d'une vaste popularité dans le nord où il avait passé son enfance et son adolescence. La puissante armée de la Marche cantonnée autour de Quito, qu'il avait souvent accompagné au combat et dont il partageait volontiers la rude existence, lui était entièrement acquise. En outre, la nouvelle élite engendrée par le développement de l'appareil d'État, et recrutée dans les provinces périphériques, penchait en sa faveur. Comme Huayna Capac, Atahualpa aimait à s'entourer de curaca récemment entrés dans la mouvance de l'Empire, et d'hommes du commun qu'une action d'éclat avait fait sortir du rang. Il devait d'ailleurs choisir nombre de ses chefs de guerre dans les ethnies septentrionales, que la culture cusquénienne n'avait que faiblement influencé. De son côté, Huáscar disposait de solides appuis dans le sud, parmi les chefferies incaïsées de longue date, et au sein de l'ethnie inca. Gouverneur du Cusco pendant les 10 dernières années du règne de son père, il tirait avantage du mécontentement qu'avait suscité dans toutes les régions méridionales, le transfert à Tumipampa du siège du pouvoir impérial. Le corps sacerdotal de la cité, dont le rôle avait été délibérément amoindri par Huayna Capac, et les dignitaires de la tribu fondatrice de l'Empire, que le dernier souverain avait progressivement dessaisi de bien des fonctions politiques, voyaient en lui l'instrument de leur revanche sur le gouvernement du Nord. Cependant, les Panakas de la vieille noblesse cusquénienne, quel qu'ait été par ailleurs le désir qu'elles éprouvaient de rentrer dans leurs privilèges, n'adhéraient pas unanimement à sa cause. Car, si Huáscar relevait du lignage de Tupa Yupanqui qui se situait dans la moitié Urine, Atahualpa appartenait par sa mère à une Panaka non moins prestigieuse, celle du Grand Pachacuti, qui occupait une position éminente dans la moitié opposée à Nan. Jouant sur sa filiation maternelle et sur les relations qu'elle lui valait, le prétendant du Nord devait entraîner, contre les Panakas coalisés de la moitié de son demi-frère, les lignages de sa propre moitié. La lutte engagée pour conquérir le pouvoir impérial en déshérence, n'opposait donc pas seulement le nord encore barbare et le sud profondément civilisé du pays. Elle ne confrontait pas uniquement des forces sociales nouvelles aux groupes traditionnels déclinant avec la structure tribale de l'Empire. Elle exprimait aussi, à l'intérieur de cette structure vétuste, qui reposait sur la parenté, l'alliance et la descendance, l'ancienne rivalité lignagère des Urines et des Ananes, le vieil antagonisme des Panakas du Bas Cusco et du Haut Cusco. Après de longs mois d'expectative que les deux adversaires mirent à profit pour consolider leur position, Huáscar décida d'ouvrir les hostilités. Il fit exécuter quelques parents d'Atahualpa afin d'intimider les Ananes, et il lança ses troupes sur le nord. Le sort des armes lui fut un moment favorable, puisque les soldats du Cusco parvinrent jusqu'aux abords de Quito. Mais l'armée de la Marche réorganisée par Atahualpa et confiée à trois brillants Sinki, Quisqui, Rumiñahui et Chalcuchimac, reprenait bientôt Tumipampa, s'emparait de Caramarca et s'apprêtait à fondre sur Jauja depuis le plateau de Bombon, lorsque la nouvelle de l'apparition d'individus étranges venus de la mer se répandit dans l'empire déchiré. C'était en avril 1532. À la tête de 180 Espagnols, Francisco Pizarro, qui avait débarqué quelques semaines plus tôt dans l'île de Puna, venait d'arriver à Timbe. L'expédition espagnole avait été dès longtemps préparée. En 1524, Pizarro avait reconnu les côtes colombiennes. 3 ans plus tard, en 1527, il avait exploré les rivages du Pérou, et il avait recueilli dans les mouillages d'utiles informations sur l'arrière-pays andin. Ces mouvements avaient été étroitement surveillés par les autorités impériales de l'époque, qui auraient dépêché à son bord plusieurs émissaires. La présence espagnole sur les lieux où elle s'était déjà manifestée, n'eut donc pas cet effet de surprise qu'on lui a souvent attribué. En tout cas, Atahualpa, entièrement occupé à pousser son avantage contre Huáscar, semble avoir éprouvé envers ses hommes blancs et barbus, les chevaux qu'il montait, les armes à feu dont il se servait,
plus de curiosité que d'étonnement ou d'effroi. Certes, il n'appréciait guère l'attitude des nouveaux venus qui dressaient les Curaca côtiers contre ses représentants, et qui mettaient à sac temples et édifices publics. Mais leur infériorité numérique lui paraissait telle qu'il croyait pouvoir aisément les rejeter à la mer dès que l'occasion se présenterait. Toutefois, pour les partisans de Huáscar acculés dans le sud à la défensive, le débarquement espagnol dans la zone d'influence de leurs adversaires représentait un événement susceptible d'infléchir le rapport des forces politico-militaires, pour autant qu'il fût convenablement exploité. Il est possible que certains d'entre eux l'aient interprété comme une intervention surnaturelle en leur faveur, et que les sacerdotes du Cuzco aient même évoqué à son propos le vieux mythe de Huiracocha, le dieu panandin que l'écume des flots devait ramener dans le Tahuantinsuyo pour y faire régner la justice et la paix. Mais qu'ils fussent ou non identifiés à des Huiracocha, les Espagnols apparaissaient aux Huascaristes comme des alliés potentiels. Huáscar envoya secrètement à Pizarro ses ambassadeurs. Ils reçurent de lui des paroles encourageantes, encore qu'ambiguës, qui furent tenues d'autant plus volontiers pour une promesse d'appui, que les Espagnols se préparaient à marcher contre Atahualpa. En effet, après avoir affermi ses alliances sur la côte septentrionale, et fondé au cœur de cette région la ville de San Miguel de Piura, juillet 1532, Pizarro gravit le versant occidental de la première cordillère sans rencontrer en aucun moment la moindre résistance. Le 15 novembre 1532, il entrait à Caramarca. Le soir même, il adressait à Atahualpa, qui avait établi ses quartiers dans les environs, une invitation à lui rendre visite. C'était l'occasion que le chef inca attendait pour se débarrasser de ces étrangers, à son sens moins dangereux qu'encombrants. Le lendemain 16 novembre, il se présentait dans la cité avec un déploiement de faste soigneusement étudié pour effrayer les Espagnols que l'armée de Rumiñahui, disposée sur les montagnes voisines, devait capturer vivants dans leur fuite. Il avait d'ailleurs signalé les membres de son entourage, entre lesquels les prisonniers blancs seraient répartis en qualité de yana. Ce plan, qui correspondait beaucoup plus à une chasse cérémonielle, chakou, qu'à une bataille, se déroula tout autrement. Quelques instants après que Atahualpa eut pénétré sur la place principale, Pizarro faisait ouvrir le feu, et donnait la cavalerie et les meutes de chiens dressés au combat. La panique s'empara des Indiens dont la retraite avait été coupée. Malgré l'abnégation de ses serviteurs qui se pressaient autour de lui pour faire un rempart de leur corps, Atahualpa fut arraché de sa litière, et traîné dans un des édifices à l'intérieur desquels les Espagnols s'étaient retranchés. Des hauteurs environnantes, l'armée de Rumiñahui assista impuissante à sa capture. À la tombée du soir, plutôt que de donner l'assaut à la cité et d'exposer ainsi l'impérial prisonnier à d'éventuelles représailles, Rumiñahui ordonna un repli général sur Quito. Cependant, la capture d'Atahualpa n'interrompit pas l'offensive victorieuse de l'armée du Nord contre les Huascaristes. Peu après, Chalcuchimac s'emparait du bassin du Mantaro, tandis que Quisqui continuait à progresser vers le sud, brisant le verrou d'Angoyaco, et prenant Vilcachuaman au passage. Quelques semaines plus tard, il entrait au Cuzco, où après s'être assuré de la personne de Huáscar, il livrait les Urines à la terrible vengeance des Ananes. La momie de Tupac Yupanqui, fondateur de la Panaca du prétendant malheureux au pouvoir suprême, fut profanée et brûlée. Près de 80 enfants et plusieurs centaines de parents de ce dernier, furent mis à mort. Les membres de sa section furent décimés, et leurs cadavres jetés en pâture aux oiseaux de proie. La vieille noblesse cusquénienne s'exterminait en toute inconscience du péril blanc. Au début de l'année 1533, l'Empire était donc réunifié, mais l'empereur désigné par le sort des armes, se trouvait entre les mains des Espagnols. Huáscar était prisonnier d'Atahualpa qui était lui-même prisonnier de Pizarro. À vrai dire, la reconstitution de l'unité impériale était plus apparente que réelle. Les forces armées contrôlaient la capitale et les métropoles régionales, ainsi que les grands axes de communication. Mais la plupart des chefferies leur échappaient. Les Curaca, qui refusaient toute autorité qui leur fût supérieure, accouraient à Caramarca afin de chercher auprès des étrangers l'aide nécessaire pour se libérer de la tutelle inca. Poursuivant la politique qu'il avait pratiquée dès son arrivée, Pizarro s'offrit à soutenir leur rébellion contre l'État, et à restaurer leur pouvoir souverain. Il obtint ainsi l'allégeance des Cagnards, des Chachapuya et de bien d'autres ethnies de moindre importance. En avril 1533,
son frère Hernando lui rapporta de son expédition méridionale, celle décisive des Huanca. À son retour de Pachacamac où il avait été envoyé pour piller les richesses du célèbre temple, Hernando avait conclu à Jauja, un pacte d'alliance avec les chefs de cette grande et puissante ethnie du bassin du Mantaro, qui supportait tout aussi mal que les Cañars et les Chachapuya, la domination des Incas. L'alliance hispano-Huanca, remarquable par sa solidité, pesa d'un poids considérable sur la suite des événements. Au-delà de l'épisode de la conquête, elle décida en grande partie de l'avenir du Pérou moderne et contemporain. À la rébellion des chefferies constitutives de l'Empire, s'ajoutait l'insurrection des Llanas que les Espagnols surent également attiser et canaliser. Cette classe servile en expansion, tentait de profiter du désordre général pour se dresser contre ses maîtres. De Caramarca, Pizarro en décréta l'émancipation. Il transforma ainsi des mouvements insurrectionnels locaux, en une véritable révolution sociale. Organisés en bandes errantes, les Llanas, sans attache tribale, se répandirent dans toutes les régions, éliminant au passage les symboles et les représentants de l'autorité étatique. Un grand nombre d'entre eux se joignirent aux Espagnols. Huamán Puma de Ayala, pourtant peu suspect de sympathie envers les Incas, a décrit les atrocités dont les Llanas se rendirent coupables, et montré la responsabilité qu'ils assumèrent dans la chute du Tahuantinsuyo. Ces Curaca et ces Llanas alliés aux Espagnols n'envisagèrent certainement pas sans inquiétude, l'intention de Pizarro de rendre la liberté à Atahualpa, contre paiement de cette fabuleuse rançon qui devait remplir toute une pièce, et dont le montant a été évalué à 4 800 000 ducats d'or. Ils exercèrent sur le chef espagnol et sur ses compagnons, de nombreuses et subtiles pressions pour que le prisonnier fût tué. Ils répandirent le bruit que, de son cachot, celui-ci avait donné l'ordre à ses armées fidèles, de s'emparer de Caramarca et d'anéantir tous les Blancs. Chaque jour, il rapportait d'imaginaires mouvements de troupes ennemies dans les parages de la ville. Pizarro prêta-t-il foi à ces allégations? Fut-il victime de cette intoxication psychologique savamment organisée? Le fait est que, prenant prétexte de l'assassinat de Huáscar qui avait eu lieu quelques semaines auparavant, il fit condamner à mort Atahualpa, le 29 août 1533, pour fratricide et usurpation. On a prétendu que cette exécution précédée d'une grossière parodie de procès, fut une grave erreur politique. Certes, entre les mains des Espagnols, Atahualpa eût constitué un instrument des plus utiles. Pizarro, en maintenant la fiction d'un gouvernement impérial, eût sans doute épargné au monde andin, cet état d'anarchie qui fit si longtemps obstacle à l'établissement du régime colonial. Mais isolé à Caramarca avec une poignée d'hommes, il ne pouvait résister aux pressions dont il était l'objet, sans risquer de voir se défaire le réseau d'alliances qu'il avait patiemment tissé, et sans exposer ainsi son entreprise de conquête à une catastrophe certaine. En revanche, le sang du chef Inca liait définitivement à sa cause, les Curaca rebelles et les Llanas insurgés. Pour les uns et pour les autres, il authentifiait sa promesse de rendre aux chefferies leur indépendance ancienne, et aux groupes asservis leur liberté aliénée. À partir de ce moment, l'invasion espagnole revêtit presque l'aspect d'une marche triomphale. À l'approche des envahisseurs, les populations locales se soulevaient en masse, offrant des vivres, des porteurs et des guerriers pour la poursuite des opérations. L'Empire se rétractait vers son centre. Il se réduisait peu à peu à l'ethnie qu'il avait fondée. Le 15 novembre 1533, Pizarro arrivait devant le Cuzco que Quisqui venait d'abandonner. Le jeune Manco Inca, demi-frère d'Atahualpa et de Huáscar, que la noblesse cusquénienne exsangue, et provisoirement réconciliée avait placé à sa tête, l'accueillait aux portes de la cité. Néanmoins, il fallut encore 2 longues années pour que les Espagnols aidés par Manco Inca, à qui ils avaient permis de prendre symboliquement la frange impériale, vinssent à bout des armées éparses des partisans d'Atahualpa. Si l'Empire Inca n'avait pas traversé à ce moment-là, une de ces crises cycliques qui survenaient à la mort de chaque souverain, les Espagnols ne s'en seraient certainement pas rendus maîtres avec autant d'aisance. Le secrétaire de Francisco Pizarro, Pedro Sancho de la Hoz et son cousin, Pedro Pizarro, l'ont fait eux-mêmes observer. Il n'empêche que l'extraordinaire facilité avec laquelle ils parvinrent à dominer des étendues aussi vastes et des populations aussi nombreuses, fut tenue à l'époque pour miraculeuse. Afin de l'expliquer, on fait plus volontiers état aujourd'hui de la disparité des armements. Grâce à l'arquebuse et au cheval de combat,
les envahisseurs disposaient en ce domaine d'un incontestable avantage. Mais quelle que fût la puissance de feu de l'artillerie ou la capacité de choc de la cavalerie, cet avantage d'ordre technique ne suffisait pas à compenser une infériorité numérique aussi considérable. Elle ne pouvait en aucune manière décider de la victoire de moins de 200 hommes, sur des armées comprenant chacune plusieurs dizaines de milliers de soldats aguerris. On a aussi mis en valeur la différence de tactique en usage dans les deux camps. Les troupes indiennes ne livraient bataille qu'en plein jour, après avoir longuement défié leurs ennemis par des cris et des sonneries de conques. Elles n'étaient pas du tout préparées à ces combats nocturnes, à ces attaques brusquées, à ces coups de main hardis auxquels elles se trouvèrent exposées. Plus que le précédent, ce facteur d'explication mérite d'être retenu. Toutefois, l'un et l'autre tendent à surestimer l'ampleur des affrontements armés, qui intervinrent entre forces espagnoles et forces indiennes. Or, ce qui frappe précisément au cours de la conquête, c'est qu'à travers une action politique et diplomatique remarquablement conduite, les Espagnols parvinrent à faire conquérir par les Indiens eux-mêmes, les territoires qu'ils convoitaient, en limitant au minimum leur propre engagement militaire. En réalité, s'il faut reconnaître une supériorité aux Espagnols, celle-ci se situe au plan de l'information beaucoup plus qu'au plan de l'armement ou de la tactique. Les Indiens ne se doutaient pas du véritable but du débarquement de Pizarro, ni des conséquences exactes qu'il pouvait avoir pour eux. En revanche, Pizarro connaissait la situation du pays qu'il se proposait d'envahir. Lors de sa précédente expédition, il avait emmené en Espagne de jeunes Indiens de la côte, qui allaient maintenant lui servir à la fois d'interprètes et d'informateurs. Les renseignements qu'il possédait grâce à eux, sur les aspirations des diverses factions rivales et des différents secteurs sociaux antagonistes du Tawantinsuyu, lui permirent d'endosser les trois rôles qui lui étaient implicitement offerts, celui d'arbitre entre les prétendants au pouvoir suprême, celui de libérateur des chefferies dominées, et celui d'émancipateur de la classe asservie. En jouant simultanément ces trois rôles avec l'habileté d'un grand politique, il arriva à exacerber les contradictions internes de la société andine jusqu'au point où, elles entraînèrent d'elles-mêmes l'effondrement de l'État inca. Cependant, l'implantation espagnole au Pérou était encore fort précaire, et elle devait être sérieusement compromise. L'orgueilleuse ethnie inca ne se résignait pas, à ne constituer plus qu'une chefferie parmi d'autres. Son chef Manco Inca, ne se satisfaisait pas des fonctions purement décoratives, qui lui étaient abandonnées avec de plus en plus de parcimonie. Connaissant la cupidité des envahisseurs qui avaient mis sa capitale au pillage, il leur parla avec insistance d'invraisemblables amoncellements de trésors, dont ils pouvaient encore s'emparer dans les régions reculées de l'extrême sud. Il espérait ainsi éloigner du Cuzco les forces espagnoles, et les entraîner sur la marche chilienne où les féroces guerriers araucans se chargeraient de les tailler en pièces. Ces espoirs furent en partie comblés. Diego de Almagro, l'associé de Pizarro, qui disputait à ce dernier une portion du butin et qui s'estimait lésé dans le partage territorial du pays, se proposa de conquérir pour son compte cet Eldorado méridional. En juillet 1535, il commença à lever des troupes auxquelles Manco Inca offrit pour guide, son propre frère Pavlu. En janvier de l'année suivante, il pénétrait au Chili, laissant Francisco Pizarro à Lima, et les frères de celui-ci, Hernando, Gonzalo et Juan, dans la vieille métropole inca. Manco attendit qu'Almagro se fût suffisamment enfoncé dans ces terres inconnues et désolées, pour décréter le soulèvement général qu'il avait préparé en secret. À la fin d'avril 1536, il trompait la surveillance de ses gardes, et il quittait subrepticement son palais. Quelques jours plus tard, à la tête de 40 000 hommes de son ethnie, il venait mettre le siège du Cuzco. Une longue et cruelle guerre de reconquête commençait. Malgré la farouche résistance que leur opposaient les cagnards et les chachapuyas organisés par Hernando Pizarro, les Incas s'emparèrent de la citadelle de Sacsayhuamán, qui commandait la défense de la ville. Les fossés qu'ils avaient creusés empêchaient la cavalerie espagnole de charger. L'incendie qu'ils avaient allumé, et qui se propageait peu à peu dans tous les bas quartiers, dégageait une épaisse colonne de fumée que le vent rabattait sur les défenseurs. À la fumée s'ajoutaient les clameurs incessantes, les hurlements continuels des Indiens de l'un et l'autre bord, qui mettaient à vif les nerfs les mieux trempés des Espagnols. Pendant 17 jours et 17 nuits, les assiégés tentèrent de contenir les vagues successives des Incas qui progressaient de rue en rue, de maison en maison, et qui les traquaient vers la place principale.
Alors que tout semblait perdu, Hernando décida une sortie désespérée. Au prix de très lourdes pertes, il parvint à reprendre la cité et sa forteresse. Mais le Cuzco était toujours isolé du reste du pays et exposé à de nouveaux assauts. Il allait le demeurer encore pendant toute une longue année. Les diverses tentatives que fit Hernando pour rompre cet isolement, se soldèrent par de cuisants échecs. En particulier, le raid audacieux qu'il entreprit dans la haute vallée de l'Urubamba contre Ollantaytambo, où Manco s'était retiré, faillit tourner à la catastrophe. En apprenant la dramatique situation dans laquelle se trouvaient ses frères, Francisco Pizarro organisa de Lima, 2 expéditions de secours. L'une, qui était composée de plusieurs milliers de supplétifs et de 80 cavaliers, devait emprunter la route de l'intérieur. L'autre comprenait un nombre égal d'auxiliaires autochtones, et 150 Espagnols. Elle devait longer la côte jusqu'à Pisco, puis rejoindre la première à Vilcachuaman. Aucune cependant n'atteignit le point de jonction. Les Incas les anéantirent en chemin, massacrant les troupes indiennes jusqu'au dernier homme, capturant les rares survivants espagnols, et récupérant armes et chevaux dans l'espoir d'en tirer parti. Une 3e et une 4e expéditions envoyées successivement par Pizarro, connurent le même sort. Quant à la 5e, elle dut battre précipitamment en retraite peu après son départ. En effet, l'armée de Manco, qui avait reconquis toute la partie méridionale du Pérou, descendait irrésistiblement sur Lima avec l'intention de détruire la ville, et d'en exterminer les habitants. Plutôt que de s'obstiner à prendre le Cuzco, qui de toute façon était à sa merci, Manco avait lancé le gros de ses forces sur la côte. Il voulait empêcher les Espagnols de recevoir des autres régions d'Amérique, ces renforts que Pizarro réclamait avec une anxiété grandissante, et qui commençaient à affluer. Mais Lima assiégée, résista victorieusement à l'attaque de l'armée inca. Rassemblant tous les contingents indo-hispaniques dont disposait la ville, Alonso de Alvarado remporta la décisive bataille d'Atocongo, à la suite de laquelle les partisans de Manco se replièrent dans les cordillères. Alvarado les y poursuivit. Pour contrarier leur tentative d'implantation locale, il mit systématiquement en œuvre la politique de la terre brûlée. À son passage, les récoltes étaient détruites et les villages réduits en cendres. Parmi les populations incaïsées du sud qui penchaient en faveur de la résistance, la répression fut particulièrement atroce. Ici, c'étaient toutes les femmes qui étaient passées au fil de l'épée avec leurs enfants. Là, c'étaient les hommes qui avaient la main droite, les oreilles ou le nez coupés. À Joja, 3000 prisonniers furent marqués au fer, tandis que leur chef était brûlé vif. Les Espagnols n'avaient pas le monopole de la terreur. Dès le début des hostilités, Manco avait imparti des ordres très stricts pour que les Yanas qui servaient l'ennemi, fussent tués jusqu'au dernier. D'ailleurs, tous les Indiens, qui avaient rallié le camp adverse, étaient considérés par Manco comme des sujets rebelles, et à ce titre ils étaient passibles de la peine de mort. Pareille intransigeance qui rendait les ethnies du centre et du nord prisonnières de leur alliance espagnole, fit obstacle à la propagation de l'insurrection. En revanche, les prisonniers espagnols avaient la vie sauve, pour autant qu'ils acceptassent d'instruire l'armée inca dans l'art européen de la guerre. Nombreux furent ceux qui, trahissant leur propre cause, consentirent à de tels emplois. Manco leur fut redevable de la formation d'un escadron de cavalerie et d'un peloton d'artillerie, qui intervinrent non sans succès dans divers engagements. En avril 1537, tandis que Pizarro s'efforçait de dégager la route de Lima au Cuzco, Almagro revint inopinément du Chili. Il avait eu à surmonter les terribles épreuves qu'un milieu singulièrement hostile lui avait imposées. Après avoir quitté le Pérou plus d'une année auparavant, il lui avait d'abord fallu gravir la cordillère et franchir les passes enneigées, où le froid et la faim avaient plus que décimé son expédition. Arrivé en Araucanie, il avait appris d'un Espagnol contraint à l'exil par suite d'un méfait dont il s'était rendu coupable, que cette région n'était peuplée que d'Indiens primitifs et sauvages, et que les richesses qu'il comptait y trouver, n'avaient jamais existé que dans l'imagination de ceux qui les lui avaient décrites. Son guide Pavlu, qui s'était laissé circonvenir, avait confirmé ses dires en révélant l'objet réel de la mission dont Manco l'avait chargé. Almagro avait alors décidé de rebrousser chemin en longeant la côte, et pendant la traversée des vastes étendues désertiques de l'Atacama, la chaleur et la soif avaient encore réduit les effectifs qu'il avait pu sauver des glaces des Hautes-Andes. Amer et profondément désabusé, il avait bien l'intention de prendre sur les Pizarro, une revanche qu'il mûrissait depuis longtemps.
Aussi, loin de renforcer les rangs espagnols, le retour d'Almagro contribua à les diviser et à les affaiblir. Il marqua le début de la longue série de ces luttes intestines, qui permirent à la résistance inca de garder le contrôle du sud péruvien pendant encore plusieurs années. Mais il fut également à l'origine d'un grand schisme à l'intérieur de l'ethnie inca, qui interdit à Manco de tirer tout le profit qu'il aurait pu attendre de pareilles dissensions chez ses ennemis, pour porter les armes de la reconquête au-delà des limites étroites du Pérou méridional. Car Almagro était revenu avec Pavlu, à qui il avait offert la Mascapaicha. Ce geste, sans grande signification, amenait cependant dans la mouvance espagnole, la fraction de la noblesse cusquénienne sur laquelle le frère de Manco exerçait quelque influence. Pavlu allait être assez habile pour tenir à l'écart du conflit, entre almagristes et pizarristes, ces Incas qui avaient choisi de le suivre dans la voie de la collaboration. Après l'assassinat de son protecteur, le 8 juillet 1538, il sut faire reconnaître par Pizarro les prérogatives qu'Almagro leur avait accordées. Et lorsque Pizarro fut tué à son tour, le 26 juillet 1541, il parvint à obtenir les mêmes garanties, tant de la part des conquérants en révolte contre la couronne d'Espagne, que de celles des fonctionnaires royaux envoyés par la cour de Madrid, pour mettre un semblant d'ordre dans le pays. Sa position s'en trouva d'autant plus consolidée que le parti pro-européen qu'il représentait, s'accroissait continuellement de déserteurs de l'armée de Manco, las d'une guerre dont l'issue se révélait de plus en plus incertaine. Cette guerre en effet s'éternisait. Après l'échec de la grande offensive des années 1536 et 1537, Manco avait essayé de forcer les défenses Huanca afin de s'emparer de la vallée du Mantaro, et de se jeter ensuite sur le nord. Mais en dépit de quelques succès locaux comme l'attaque du sanctuaire de Huarihuilca, les différentes campagnes qu'il avait menées contre les Huanca, en 1538 et au cours des années suivantes, n'avaient pas abouti à la prise de cette région stratégique. Les Huanca constituaient l'inébranlable rempart, à l'abri duquel les Espagnols pouvaient s'entretuer en toute tranquillité. Manco devait donc renoncer à ses projets de restauration impériale, et chercher un compromis honorable avec les envahisseurs. Grâce à d'anciens almagristes qui avaient trouvé refuge auprès de lui, il était entré en rapport avec les autorités espagnoles, lorsqu'en 1545, il fut poignardé dans des circonstances assez obscures, par ceux-là même dont il avait fait ses ambassadeurs. La disparition de l'héroïque figure de Manco ne brisa pas la résistance inca. Elle annonçait pourtant la fin d'une guerre qui avait dévasté le Pérou pendant 8 années, et qui avait coûté la vie à 1500 Espagnols, et peut-être à plus de 200 ou 300 000 Indiens. À la mort de Manco, les Incas se replièrent dans les escarpements boisés de Vilcabamba. Cette région au relief tourmenté était située sur le versant oriental des Andes, entre l'Urubamba et l'Apurimac. L'imposante barrière enneigée de la cordillère en interdisait l'accès. Dès 1538, Manco l'avait choisi comme base d'opération contre les Huanca. En établissant ses quartiers dans la citadelle de Vitcos, il avait fait de cet ancien poste militaire avancé de la marche amazonienne, la capitale d'un petit État dans lequel la tradition impériale, sous une forme de plus en plus grossière et presque parodique, allait se maintenir jusqu'en 1572. L'image du dieu solaire et les trésors du Cusco qui avaient pu être sauvés du pillage, y avaient été déposés. Les cultes des divinités de l'Empire, desservis comme jadis par des prêtres et des aclas, y avaient été restaurés. Une vie de cour, régie par le cérémonial d'antan, y avait même été reconstituée. Cependant, pour un but qu'il fut de cette glorieuse tradition, Manco n'avait pas ignoré l'urgente nécessité de l'adapter afin d'en assurer la survie. Les Espagnols avaient été surpris d'apercevoir leur impérial adversaire sur le champ de bataille, revêtu d'une cuirasse et d'un casque d'acier, monté sur un destrier et armé d'une épée. En subissant la charge de cavaliers indiens ou le feu d'arquebusiers autochtones, ils avaient été fortement impressionnés par la rapidité avec laquelle les Incas avaient acquis la maîtrise de techniques militaires, dont ils croyaient pouvoir se réserver l'exclusivité. Mais les Incas s'étaient placés à l'école des Européens, dans bien d'autres domaines que celui de la guerre. Manco semble avoir été conscient du fait que, pour résister aux envahisseurs avec quelques chances de succès, il devait emprunter de nombreux éléments de leur culture dont l'efficacité instrumentale se révélait si grande. Plus que la générosité des intéressés, c'est le souci de se ménager une ouverture sur l'univers culturel de l'Europe, qui l'avait conduit à épargner les Espagnols prisonniers,
et à accueillir tous les Blancs qui venaient lui demander asile. À travers des contacts armés ou pacifiques, l'interpénétration de la civilisation inca et de la civilisation hispanique se poursuivit sous le règne de Sayri Tupac, un très jeune fils de Manco, qu'en 1545 les notables de Vitcos portèrent à la tête de l'État de Vilcabamba. Les raids lancés contre les propriétés espagnoles qui commençaient à se former sur les terres tempérées de la région d'Abanquay, rapportaient aux Incas, du bétail de Castille ainsi que des outils en fer ou en acier, dont l'usage ne tarda pas à se répandre. L'interception des caravanes transitant par la route de Lima au Cusco, leur procurait des tissus et toutes sortes de biens manufacturés de la péninsule, qui étaient non moins vivement appréciés. En outre, le commerce de contrebande qui prospérait autour du réduit Inca, leur permettait d'acquérir à prix d'or, les marchandises qu'ils ne pouvaient obtenir d'une autre manière. Pour mettre fin au climat d'insécurité que la résistance indienne entretenait dans le sud du pays, les autorités espagnoles essayèrent de composer avec les Incas. Elles étaient prêtes à des concessions, d'autant plus grandes qu'elles ne pouvaient encore envisager de lancer contre Vilcabamba, une expédition militaire dont le résultat paraissait d'ailleurs incertain. Par l'intermédiaire d'une tante de Sayri Tupac, qui avait épousé un Espagnol et qui vivait au Cusco, elles engagèrent des négociations avec le jeune souverain. Sayri Tupac se montra intéressé par les offres, qui lui furent faites en échange de sa collaboration avec les vainqueurs. Lorsqu'il fut en âge d'imposer sa volonté à des conseillers réticents, il résolut de les accepter. En 1555, il abandonnait définitivement Vitcos. Après avoir juré fidélité à la couronne d'Espagne, il se retira sur les vastes domaines qui lui avaient été concédés autour de Yucay. Il mourut quelques années plus tard, en 1560, entouré d'égards et comblé d'honneurs. Sayri Tupac n'avait été suivi que par une partie des Incas de Vitcos. Toutefois, sa reddition avait entraîné suffisamment de défections dans les rangs de la résistance, maintenant animée par un autre fils de Manco, Titu Cusi, pour débiliter l'État de Vilcabamba et pour accroître sa dépendance vis-à-vis des Campas, des Machiwenka et des autres tribus sylvicoles. À défaut de pouvoir les conquérir, les Incas avaient maintenu ces barbares dans les terres basses du Piémont oriental. Mais rejetés à leur tour en Piémont par l'invasion européenne, ils avaient dû surmonter la répugnance qu'ils éprouvaient à leur égard, et solliciter d'eux une aide que les circonstances rendaient précieuse. Après l'avènement de Titu Cusi, cette aide devint indispensable. Le nouveau souverain se vit même dans l'obligation de recourir à plusieurs centaines de guerriers, au visage peint de couleur criarde et au corps orné de parures de plumes, pour assurer la défense de sa capitale et la garde de son palais. En fait, les Incas ne pouvaient continuer d'échapper à la domination espagnole, qu'en acceptant de subir l'influence de plus en plus lourde des barbares de la forêt. Cette influence qui contrariait l'expérience de synthèse culturelle indo-hispanique amorcée sous le règne de Manco, tendait irrésistiblement à ramener la culture cusquénienne vers ses origines obscures. Pareille situation condamnait l'État de Vilcabamba, dont Titu Cusi s'efforça de prolonger l'existence en pratiquant une politique qui se voulait subtile, mais qui ne pouvait plus être qu'équivoque. En 1565, il daigna recevoir un émissaire du vice-roi, en la personne de Diego Rodríguez de Figueroa, qui nous a laissé un récit pittoresque de son séjour à Vitcos, mais il refusa obstinément d'appliquer les accords auxquels il était parvenu avec lui. Cependant, l'année suivante, il consentit à se faire baptiser, et il autorisa 2 Augustins à s'établir à Vilcabamba pour y prêcher le christianisme. C'est à l'un d'eux, Fray Marcos Garcia, qu'il dicta sa chronique de la vie de Manco destinée au roi Philippe II, dans laquelle il justifie l'attitude de son père, tout en protestant de sa propre loyauté envers le souverain espagnol. Mais incapable de résister aux pressions des sacerdotes du soleil qui prenaient ombrage du succès de la prédication missionnaire, il renvoya bientôt Fray Marcos au Cusco. Quant à l'autre religieux, Fray Diego Ortiz, il devait être supplicié après que Titu Cusi, qu'il n'était pas parvenu à guérir, mourut d'une pneumonie en 1571, et que la réaction anti-européenne parut à nouveau triompher avec le faible Tupac Amaru. Le règne du frère et successeur de Titu Cusi fut des plus éphémères. Les autorités espagnoles, déçues par l'échec d'interminables pourparlers, étaient résolues d'en finir par la force avec la résistance inca. Le vice-roi Toledo qui venait d'arriver au Pérou, avec des instructions précises de Madrid et des idées personnelles très arrêtées, organisa une campagne militaire qu'il dirigea personnellement.
2 colonnes de troupes envahirent le territoire de Vilcabamba, dont les passes n'étaient même plus gardées, tant était déjà avancée la décomposition de l'État. Witkos tomba sans opposer de résistance. Tupac Amaru tenta de se réfugier dans les profondeurs de la forêt. Mais il fut rejoint et emmené en captivité au Cuzco. En dépit de l'intervention du clergé auprès du vice-roi, il fut condamné à mort et décapité en mai 1572, sur la place principale de la vieille métropole inca, au milieu d'une foule innombrable d'Indiens accablés. Cet assassinat inutile mettait fin à la lignée des rassembleurs de terre et de peuple, qui avaient dominé toutes les Andes, et dont la renommée s'était étendue à l'ensemble de l'Amérique du Sud. Ils faisaient définitivement passer dans des mains étrangères, leur héritage revendiqué en vain par Manco et par ses fils. Désormais, plus rien ni personne n'allait s'opposer à la volonté espagnole, dans ce qui avait été l'empire des Incas.